Il est là, Amadou. Amadou, professeur, vous pouvez lever votre main pour qu'on vous mette co-host. Ok, c'est bon, vous pouvez intervenir. Merci beaucoup, Dr. Yann. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour, chers maîtres, chers collègues et chers participants. Donc, venus donc, de différents pays donc, africains. Donc, j'ai vu en fait, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Donc, avant de démarrer les présentations scientifiques de ce webinaire, donc, permettez-moi, au nom du bureau de la Société africaine de biologie médicale, dont je suis le secrétaire général, de vous adresser quelques mots de bienvenue et de partager avec vous quelques informations donc, importantes. Déjà, par rapport à la société, donc, nous voulions donc vous remercier. Donc, pour ça, je pense que je vais essayer de prendre quelques temps, le temps que les intervenants puissent se connecter. Donc, nous voulions donc vous remercier donc, pour votre présence et l'intérêt que vous accordez donc, aux activités de la Société africaine de biologie médicale. Donc, juste pour rappel, hein, notre société a été créée avec une ambition claire, donc c'est de aider les biologistes médicaux africains. Ensuite, promouvoir l'excellence scientifique et aussi encourager la formation continue, donc c'est l'objet de ce webinaire, et développer aussi des collaborations donc interafricaines. Donc, le webinaire d'aujourd'hui donc marque juste une étape donc de cette dynamique. Et il est important de signaler donc qu'il s'agit juste du premier d'une série d'activités scientifiques que la société va organiser régulièrement. Et d'autres webinaires suivront prochainement, donc ils vont couvrir les différentes spécialités de la biologie médicale. Donc, nous aurons des webinaires sur la virologie, la parasitologie, la mycologie, la biochimie, l'hématologie et les autres disciplines donc, de la biologie. Euh, Professeur, excusez-moi, hein, donc il y a professeur Salou qui insiste, qui m'appelle. Donc, excusez-moi une minute, je réponds. Normalement, il a décidé. Donc, excusez-moi, hein, donc c'est bon, nous avons les deux intervenants. Donc, vous avez quelques soucis de connexion. Donc, je disais qu'en fait, c'était une première hein, donc, d'une série donc, d'activités scientifiques donc, qu'on va avoir sur les différentes disciplines de la biologie. Et notre volonté donc, est de faire de la société donc, une plateforme scientifique donc, inclusive et dynamique et accessible à tous les professionnels donc, de la biologie médicale. Donc, qu'ils soient hospitaliers, universitaires, chercheurs, biologistes, donc, internes dans le secteur privé ou bien des jeunes biologistes en formation. Et nous sommes heureux de vous annoncer que l'adhésion de la Société africaine de biologie médicale est disponible sur le site de la revue africaine de biologie. Donc, et pour y accéder donc, il suffit d'aller donc, sur la page d'accueil du site de la revue africaine de biologie médicale, en haut à droite, donc sur le menu déroulant de SABM, donc vous y trouverez la fiche d'adhésion à remplir en ligne. Donc, normalement, donc, en une minute, maximum 2 minutes, vous pouvez remplir la fiche.
Et une fois le formulaire complété et envoyé à l'adresse, ça va être envoyé directement à l'adresse mail de la Société africaine de biologie médicale. Et le bureau va examiner votre demande et nous vous répondrons donc dans les meilleurs délais donc pour confirmer donc votre adhésion. Aussi, autre information que nous voudrions donner, donc c'était par rapport aux attestations. Donc, les attestations seront délivrées automatiquement donc après la fin du webinaire. Et juste pour signaler, je pense que Abdou Sow l'a signalé dans le groupe. Donc, il faut s'inscrire et être présent donc au webinaire pour pouvoir donc avoir donc une attestation de participation. Et nos partenaires de technologie service aussi, donc après leur présentation, donc eux, ils vont récupérer les adresses mail de tous les participants et ils voudraient partager avec leur présentation. Donc, toutes les informations que je voulais partager. Donc, et vous dire qu'en fait, nous comptons sur vous donc, pour adhérer donc, à la Société africaine de biologie médicale. Donc, sans plus tarder, donc, je vais laisser la parole donc, au professeur Sika Dossine, qui est la trésorière de la société et qui va faire office aussi de modératrice hein, en attendant que le professeur Mireille David se connecte. Professeur Sika, je pense qu'il faudra peut-être lever la main pour que Abdou Sow puisse vous reconnaître et vous donner la parole. Merci, Merci. merci Amadou. Merci Amadou. J'ai déjà été prise en charge par le Zoom Master de la session d'aujourd'hui. Mais je pense que le professeur vient de se connecter, hein. Je vérifie et je vous reviens. Je pense qu'elle a pu se connecter. Oui, on l'a désigné également co-host. Elle s'est connectée. Donc, professeur David, c'est professeur David, notre maman à toutes, notre aînée. C'est elle qui va se charger de la modération du webinaire d'aujourd'hui. Donc, professeur, si vous pouvez allumer votre micro afin qu'on puisse vous entendre. Merci à tous. Bon, je viens d'avoir le professeur, c'est bon, je vais débuter le temps qu'elle puisse s'installer afin de ne pas faire traîner le webinaire d'aujourd'hui. Chers maîtres, chers collègues, bonjour. Bienvenue encore une fois à ce premier webinaire de la Société africaine de biologie médicale. Pour débuter avec cette série scientifique initiée par cette société, nous avons décidé de parler de la résistance aux antimicrobiens. Et pour parler de cette résistance aux antimicrobiens, nous allons avoir donc avec nous deux présentateurs férus de cette discipline et également qui sont pratiquement des jumeaux de promotion d'agrégation. J'ai nommé le professeur Abdou Salam Ouedraogo du Burkina Faso et le professeur Saloum Mounirou du Togo. Pour faire cette présentation, nous allons donner la parole au préalable au professeur Abdou Salam Ouedraogo. Professeur, vous avez la parole.
J'ai l'impression que le professeur Abdou Salam n'a pas encore été mis en co-hôte. Professeur Abdou Salam, veuillez lever la main pour que Monsieur Sou puisse vous mettre en co-hôte afin d'activer votre micro. Voilà, d'accord. Je pense que c'est fait. Donc, vous avez la parole, cher professeur. Merci beaucoup, cher ami Sika. Merci à toutes et à tous pour cet honneur que vous nous faites à l'occasion de l'ouverture de ces activités de la Société africaine de biologie clinique en nous invitant pour vous faire cette présentation sur la résistance aux antimicrobiens, particulièrement l'implication du One Health pour la gestion de cette pandémie silencieuse. Je ne sais pas si vous souhaitez, c'est vous qui allez partager les diapositives ou vous souhaitez que nous les partageons. Nous-mêmes, nous défilons. Bon, donc, je pense que je ne sais pas si vous voyez nos diapos. Nous vous C'est voyons. pas, C'est vous voyez bon. les diapos. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est en mode présentation. En mode présentation, effectivement. En mode Merci. diaporama, c'est bon. Merci, merci. Donc, c'est tout un honneur une fois de plus. Et avant de commencer, nous tenons, en tout cas, au moment où je commence à prendre la parole, le professeur Salou reviendra là-dessus puisqu'il va continuer la suite. Mais introduisant, c'est de témoigner toute notre gratitude à l'endroit de nos maîtres, pour ne même pas dire nos grands maîtres, parce que vous avez parlé du professeur Mireille David, qui a formé nos maîtres, donc c'est notre maître au 2e degré. On a le professeur Yann So qui est aussi connecté, et tous les autres maîtres que je n'ai pas certainement reconnus par la connexion, nous leur témoignons toute notre gratitude pour la formation, l'encadrement et surtout les privilèges qu'ils font en plus d'être des maîtres, d'être nos amis, nos collègues et vraiment de nous porter en affection. Ces mots vont aussi à l'endroit de nos camarades que vous êtes, Amadou, Sika, Kolou, voilà, l'ensemble de l'organisation. Nous sommes très solidaires à tout ce que vous êtes en train de faire pour notre société. Donc, j'espère avoir été fidèle parce que le procès Salou qui me charge de le dire, c'est lui l'aîné, même si c'est moi qui commence en parlant. Donc, voici à peu près le thème qui nous a été donné de traiter ce soir, sur la gestion de la résistance selon l'approche de la résistance la gestion de la résistance aux antimicrobiens selon l'approche Une seule santé, que j'ai le plaisir de commencer. Donc, nous proposons pour dérouler cette présentation le plan suivant. On parle du One Health qui est quand même un concept. Donc, nous proposons de définir le concept pour qu'on ait tous la compréhension commune, de revenir quand même sur l'historique parce que l'histoire enracine les choses. Donc, quelques images de savants, pas des moindres, qui sont les pères de notre microbiologie et qui ont déjà évoqué ces concepts dans l'histoire. Les arguments microbiologiques de cette approche seront donnés avec quelques images qui illustrent comment est-ce que le concept est ancré vraiment dans la lutte contre les maladies. Et je passerai la main à mon collègue et ami le professeur Salou pour la suite, avec la place du concept dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens à travers les initiatives actuelles qui ont été développées pour la gestion de cette pandémie silencieuse. Donc, à ce propos, je disais que la définition que nous allons ensemble découvrir, c'est cette approche One Health qui consiste à être une approche intégrée, holistique, pour répondre aux événements de santé publique émergents à l'interface entre les humains, les animaux et l'environnement. C'est un concept qui vise à renforcer l'intégration, comme je disais dans ma définition, l'intégration, la coopération intersectorielle en matière de prévention, de détection, de riposte aux menaces des maladies infectieuses émergentes, notamment les zoonoses et la résistance aux antimicrobiens. C'est d'ailleurs cette approche holistique qui fait que nous devons détacher cette présentation en deux parties parce que le One Health, c'est un concept nouveau qui est à la vogue et qui est même un concept très pertinent
pour la lutte contre les maladies de façon générale, même si ce soir nous allons traiter sur la résistance aux antimicrobiens. En un mot, ce concept consiste à encourager les disciplines à travailler ensemble pour résoudre des problèmes de santé complexes qui émergent à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement, qui est le lieu commun de partage entre ces deux espèces. Donc, c'est en un mot dire que c'est un concept qui appelle les disciplines à collaborer et à coopérer pour ensemble lutter contre les défis de santé qui sont actuellement des menaces pour la santé publique, mais aussi la santé animale. Cette approche, une seule santé, est un moyen donc pour appréhender, prévenir les risques de santé. Et nous allons voir que cette approche-là va nous permettre de voir à distance un problème de santé qui émerge d'abord dans l'environnement, ensuite chez les animaux, puis l'homme qui est le concerné va être parfois le dernier maillon de la chaîne. Mais si nous travaillons avec les disciplines, ces disciplines sont les disciplines de la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine, nous allons pouvoir prévenir la problématique dans l'environnement, ensuite éviter que ça touche les animaux et l'homme qui est en dernier recours est aussi épargné. Mais si nous travaillons de façon séparée, le problème va arriver chez les animaux et après, chez les animaux, l'homme sera touché et c'est lorsque l'homme sera touché que les investigations vont montrer que le problème a déjà eu lieu chez les animaux et même en amont dans l'environnement. Donc, en un mot, c'est vraiment un concept qui consiste à prévenir les risques de santé en les appréhendant à distance avant avant les épidémies et les pandémies chez les humains. Sur le plan historique, il est important de signaler que ce concept One Health n'est pas nouveau, même si aujourd'hui, la problématique de santé publique met ce concept au cœur de la lutte contre les maladies. C'est un concept qui avait déjà été évoqué par les pères de la médecine moderne, pour ne pas dire de la science de façon générale. En effet, Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine, expliquait déjà des siècles avant Jésus-Christ que l'air, l'eau, le climat, l'alimentation et même les modes de vie influencent directement la santé humaine. Et dans son traité que je présente ici dans la diapositive, des airs, des eaux et des lieux, il montre que les maladies ne viennent pas seulement du corps, mais aussi les conditions environnementales. Donc, il prévient déjà que notre environnement peut constituer aussi une menace pour notre santé. Donc, c'est un concept qui était déjà évoqué par le père de la médecine moderne. Plus tard, après Hippocrate, toujours dans l'histoire, qui est la première partie de notre présentation, Edward Jenner, qui est considéré comme le père de la vaccination, va réaliser des expériences qui vont rentrer dans l'histoire et montrer l'importance du One Health pour la lutte contre la maladie. Quelle était l'expérience de Jenner? Il va inoculer du matériel qui provient de la lésion provoquée par le virus de la variole chez l'animal, qu'on appelle le virus de la vaccine. Il va inoculer ça à un garçon et montrer que le garçon sera protégé contre la variole humaine. Donc, le lien déjà entre le virus animal qui protège l'être humain a déjà été démontré. Et c'est ce travail qui va illustrer parfaitement les liens entre la santé des animaux et celle des humains. Donc, il montre que l'animal peut aider à protéger les humains. Et les liens donc entre la médecine moderne et la médecine animale et la médecine humaine a été vite démontré avec aussi les débuts de la variolisation, pour ne pas dire de la vaccination, qui va permettre vraiment la lutte contre les maladies avec l'éradication de cette maladie qu'est la variole. Mais pour parler vraiment de One Health encore, plus récemment, c'est un concept qui va être évoqué par une des figures qui est directement associée au terme. C'est Virchow, qui est à la fois médecin, pathologiste et homme politique allemand, qui va célébrer cette théorie-là en montrant que il n'y a pas de frontière entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Et sa phrase célèbre, c'est de dire qu'entre la médecine animale et la médecine humaine, il n'y a pas de ligne de séparation et il ne devrait pas y avoir.
c'est lui qui a commencé vraiment le concept qui aujourd'hui va prendre la place avec tout ce que l'on sait en disant donc pas de séparation, donc une seule médecine. Et d'autres travaux encore plus récents, c'est celui de Louis Pasteur, qui est aussi le précurseur de la bactériologie moderne, qui va occuper une place centrale dans ce One Health à cause de ces travaux qui vont montrer les liens étroits entre la santé humaine et la santé animale et même de l'environnement en montrant qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il montre l'origine des microbes et il va démontrer que de nombreuses maladies causées par ces microbes-là proviennent soit d'infections humaines en inoculant la personne saine à partir comment on appelle, des substances provenant du malade et qu'en prenant aussi ces microbes, on pouvait les appauvrir chez l'animal et inoculer à l'homme pour avoir ce qu'on appelle des vaccins. Il est donc le précurseur de la vaccination avec la famille Mérieux et c'est le monde moderne va profiter vraiment de ces avancées, du lien qui a été fait entre la médecine humaine et la médecine animale. Un autre chercheur plus récent qui a montré l'intérêt entre la médecine humaine et la médecine animale en termes de collaboration, c'est Robert Koch qui a travaillé beaucoup sur la tuberculose, mais aussi sur les charbons bactéridiens qui étaient dû à un microbe, Bacillus anthracis, qui est à la fois responsable de maladies chez les humains et chez les animaux. Donc, tous ces travaux ont montré vraiment les liens étroits entre la médecine humaine et la médecine moderne. Et en termes d'histoire, quand on remonte, ce sont des arguments qui renforcent la nécessité vraiment de travailler entre les deux disciplines à cause de ces preuves historiques. Mais pour parler vraiment encore du One Health plus récent, c'est ce vétérinaire canadien qui est considéré comme étant le père de la médecine vétérinaire qui va évoquer, à côté de ce qu'avait dit une seule santé pour dire qu'il n'y a pas de démarcation, c'est William Osler qui est le précurseur de la médecine vétérinaire qui a dit une seule médecine dans la littérature. En évoquant donc une seule médecine, alors que ses prédécesseurs ont évoqué des termes comme étant l'absence de séparation entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, on a fusionné donc les deux termes et on a parlé donc une seule santé, une seule médecine. Et les travaux de Smith aussi vont montrer les liens entre les arthropodes qui sont les vecteurs de ces virus et bien sûr d'autres bactéries et d'autres microbes transmis par les arthropodes et qui vont permettre à certaines maladies qui étaient pendant longtemps concentrées chez les animaux de faire un passage chez les humains en traversant la barrière d'espèces. C'est le cas du virus de la fièvre jaune, qui est une maladie des grands singes et qu'on a montré qu'à partir des arthropodes vecteurs, il y avait possibilité qu'il y ait un franchissement de la barrière d'espèces avec l'homme qui devenait donc un hôte de ce nouveau virus. Donc, toutes ces observations ont permis donc à Calvin Schwab, qui est aussi un vétérinaire et épidémiologiste, qui a beaucoup étudié les épidémies des maladies chez l'homme et chez les animaux, et qui a donc maintenant montré l'importance du One Health en énonçant la théorie et One Medicine, One Health. Et donc, au départ, c'était une médecine, une seule santé. Et aujourd'hui, le concept a été tronqué. À chaque fois que l'on dit One Health, c'est sous-entendu une médecine, une santé. Donc, voici, pour revenir dans l'histoire, ces arguments-là qui montrent comment le One Health est important aujourd'hui pour appréhender les émergences. Ces émergences concernent non seulement des maladies humaines, mais aussi des maladies animales, pour ne pas dire tout simplement des zoonoses. Après cette justification historique, sur le plan microbiologique, en observant de plus près l'origine des maladies, on se rend compte que les contacts répétés homme-animal entraînaient sur le plan microbiologique une adaptation des microbes à l'homme, qui est un nouvel hôte, ou bien une adaptation du microbe à l'animal, le microbe étant humain. Si quand il s'adapte à l'animal, il y a ce qu'on appelle le franchissement de la barrière d'espèce et ensuite l'échappement qui font que le microbe franchit la barrière d'espèce et initialement, à partir de ce
hôte qui était soit humain, il va devenir animal et vice-versa. Donc, voici des arguments microbiologiques qui montrent ce franchissement de la barrière d'espèces qui donne une fois de plus des preuves solides qu'il faut que les disciplines collaborent et coopèrent quant à la prévention et la lutte contre les maladies. L'autre justification, c'est ce qui découle naturellement de ce qu'on vient de présenter, c'est que 75% de ces récentes maladies infectieuses émergentes qui affectent les humains sont d'origine animale. Quand on prend aujourd'hui, on parle d'Ebola encore au Congo, l'origine est animale. Et 60% de ces pathogènes humains aujourd'hui qui posent des problèmes de santé prioritaires sont zoonotiques. Et des maladies telles que le syndrome respiratoire aigu sévère, les grippes aviaires, tout ce que nous avons vu, sont des maladies qui ont émergé à partir d'un hôte, soit animal, et c'est adapté à l'homme, c'est amplifié et a franchi la barrière d'espèces avec une transmission interhumaine et qui va faire le problème de l'émergence due à ces microbes. Le cas qui nous concerne ce soir, qui est la résistance aux antimicrobiens, a un impact très important en santé humaine et la majorité de ces phénotypes, pour ne pas dire ces profils de résistance qui posent des problèmes de santé publique, sont d'origine animale. Donc, pour finir par rapport aux arguments microbiologiques, quand on observe cette figure, c'est ce que j'expliquais, on se rend compte que la majorité des émergences, qu'il s'agisse de nouveaux virus ou de réémergence, c'est-à-dire un microbe qui existait mais qui a été modifié pour entraîner des épidémies ou des pandémies, a toujours émergé à partir de modifications climatiques qui ont favorisé le déplacement du microbe d'un environnement ancien, qui est son environnement habituel, vers un nouvel environnement, lequel environnement va permettre le passage et l'amplification des autres animaux. Et à partir de l'animal maintenant, il y aura une adaptation chez les humains avec des épidémies et des pandémies, comme ça a été le cas avec la COVID-19. Les causes de tout cela au niveau environnemental, c'est les changements du monde actuel, avec l'augmentation de la population humaine, l'urbanisation à outrance, la mondialisation et beaucoup de comportements de l'homme qui entraînent l'adaptation des pathogènes à leurs nouveaux hôtes parce que tout simplement ces pathogènes veulent survivre et donc sont obligés donc de trouver, grâce à des mécanismes intrinsèques de leur organisation structurale, des hôtes pour continuer à persister. L'autre argument du One Health, c'est le fait que le monde est devenu un village planétaire. Une menace de santé publique quelque part dans le monde devient une menace globalisée et donc il y a nécessité qu'il y ait une coopération, non seulement entre les disciplines que j'ai évoquées, la médecine humaine, la médecine vétérinaire, la médecine environnementale, mais même au sein de la médecine humaine, que la collaboration soit mondiale, comme ce que nous avons cet après-midi à l'occasion de ces webinaires, parce que tout simplement, le problème qui était aperçu à un endroit du globe va tout de suite émerger et propager, et l'expérience des uns dans la gestion de la maladie dans une partie du monde va aider à sa meilleure gestion dans un autre espace. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une bonne communication et une bonne collaboration par rapport à la prise en charge de ces émergences que nous parlons. Parlant particulièrement maintenant de l'utilisation de ce concept que nous avons décrit sur le plan historique et sur le plan microbiologique dans la gestion de la rame, j'introduis rapidement la résistance aux antimicrobiens qui constitue aujourd'hui la pandémie silencieuse avant de passer la main à professeur Salou. C'est vraiment une menace qui, si rien n'est fait, on projette 10 millions de morts en 2050, ce qui va dépasser le nombre de morts dus au cancer, au VIH et au palu cumulés. Mais comme ce n'est pas un phénomène directement qui impacte, qui est visible plutôt, c'est sous-estimé. Et pour ne pas dire, c'est mal pris en charge. Et malheureusement, ces projections sont encore catastrophiques dans cette partie du monde qui va payer le plus lourd tribut à reprocher le manque de, en fait, l'organisation et
l'organisation socio-économique et les défaillances en termes d'hygiène peuvent faire que l'Afrique au sud du Sahara et une partie de l'Asie vont être les parties du monde qui vont être les plus touchées par la problématique de cette résistance aux antimicrobiens. Pour permettre de montrer comment est-ce que le One Health est indispensable pour la gestion de la résistance aux antimicrobiens, nous présentons ici dans cette diapositive les deux principales causes de la résistance aux antimicrobiens qui sont la pression de sélection médicamenteuse et la diffusion de cette résistance. Parce que nous reviendrons dans les deux dernières diapos que je vais présenter, que cette résistance aux antimicrobiens préexiste même avant l'utilisation de ces antibiotiques et de ces antimicrobiens. C'est l'utilisation larga manu de ces antimicrobiens qui va sélectionner parmi les populations microbiennes celles qui sont résistantes après avoir tué celles sensibles, les populations sensibles, et les populations résistantes, c'est elles qui vont diffuser, et c'est ce qui s'est passé depuis longtemps à l'hôpital. Et quand on prend la pression de sélection, elle est représentée par la surconsommation de ces antimicrobiens, non seulement chez l'homme, avec des facteurs bien connus que le temps ne nous permettra pas d'aborder en détail aujourd'hui, mais c'est la pression des patients vis-à-vis de leurs cliniciens. Il y a aussi les marchés parallèles et aussi et surtout l'utilisation de ces antimicrobiens au niveau de la santé animale, comme parfois des alternatives pour engraisser les animaux, et ces résidus d'antibiotiques se retrouvent dans les plats ou bien dans l'environnement, dans lequel environnement vous avez de ces bactéries qui sont des bactéries qui font les cycles environnement homme-animal ou environnement animal-homme. Donc cette pression de sélection exercée par l'utilisation de ces antibiotiques va détruire tout ce qui est sensible, comme je le présente sur mon schéma et ma diapositive, et ne laisser diffuser que celles qui sont résistantes que j'ai présentées ici avec des casques. La diffusion va se faire à l'occasion des maladies infectieuses. De telles maladies sont dues à des microbes que l'on retrouve chez l'homme ou chez l'animal. Donc, vous comprenez le partage de résistance chez l'homme comme chez l'animal. Et ce sont ces facteurs favorisants que j'ai évoqués tantôt pour la surconsommation. C'est vraiment l'utilisation sans contrôle, aveugle du reste, de ces antibiotiques au niveau de la filière animale. Et ça montre que pour prévenir la résistance aux antimicrobiens, il faut aller parfois agir au niveau de la santé animale. Et l'élevage donc de masse, avec ce que je disais, on va utiliser ces antibiotiques pour faire grandir plus vite les animaux, comme le présente un peu ce schéma qui caricature, en détruisant la flore commensale qui compétit l'absorption des nutriments avec l'organisme pour laisser tous les nutriments être absorbés par les animaux, ce qui les fait entre guillemets grossir. Mais le risque, c'est que au moment où on utilise ces antibiotiques, on tue tout ce qui est population sensible, et dans les excréments de ces animaux, il y aura les rejets de ces bactéries de la flore digestive, pour lesquelles on a la majorité de la résistance. Et donc, ce sont ces bactéries avec les gènes de résistance qui vont être propagées dans l'environnement, et les bactéries qui sont au contact de ces autres bactéries qui possèdent des gènes de résistance vont se les partager, et à l'occasion d'une pression de sélection, il y aura forcément expression de ces gènes pour résister aux antibiotiques utilisés. Donc, dans la nature, il y a ce partage de gènes entre bactéries voisines ou cousines, mais il faut reconnaître encore qu'en plus de ces pressions de sélection qui créent la résistance avec le partage de ces gènes de résistance préexistent aussi dans cet environnement, parce que la résistance préexiste avant les antibiotiques, puisque nous-mêmes nous avons su que les premiers antibiotiques proviennent du champignon qui sécrétait de la pénicilline pour protéger son environnement en utilisant cette pénicilline pour détruire les bactéries, parce que la vie empêche la vie. Les bactéries ne vont pas rester insensibles et se laisser détruire par les champignons, mais elles vont elles aussi sécréter des antidotes, et c'est ce qui fait que dans l'environnement, qui est le lieu de partage entre les humains et les animaux, vous allez avoir une dispersion de gènes
provenant des animaux comme chez les hommes, mais préexistant aussi dans cet environnement, d'où la nécessité pour la lutte contre la résistance d'aller vers l'environnement, d'aller vers les humains qui sont impliqués dans cette résistance et l'homme est le concerné. Donc, voici un peu les cycles de transmission que je décrivais, soit à travers les aliments des animaux qui vont laisser ces résidus, soit par contact direct avec les animaux, soit en rejetant ces gènes de résistance dans l'environnement ou une transmission à d'autres bactéries avec des gènes, ou bien ça va se retrouver dans nos plats à travers l'alimentation. Et la conséquence, c'est que la pandémie mondiale de la résistance aux antibiotiques qui a émergé à partir d'Escherichia coli avec le gène, avec le phénotype BLSE, provient d'un gène qui est présent chez une bactérie, une espèce voisine de Escherichia coli qui est Cliovera, qui possédait naturellement ce gène de résistance. Donc, Escherichia coli, proche de cette bactérie environnementale, en acquérant ces gènes, va devenir résistante et être profil BLSE. Alors qu'on sait que Escherichia coli est une bactérie symbiotique de l'homme et des animaux. Donc, ça explique facilement sa propagation et tout simplement la résistance avec comme conséquence clinique cette image que je présente. Donc, c'est pour vous dire combien le One Health est indispensable pour la gestion de la résistance aux antimicrobiens que je laisse professeur Salou poursuivre dans les diapositives qui vont suivre. Je vous remercie. Merci, professeur Abdou Salam, pour cette première partie qui pose la problématique de la résistance aux antimicrobiens. Mais avant, comme mon frère et collègue l'a si bien dit, c'est des sentiments de profonde gratitude à nos maîtres. On ne va pas tous les citer, mais j'ai ici ma patronne, le professeur Mireille Prince-David, le professeur Yann So et bien d'autres maîtres, qu'ils soient ainsi remerciés pour tout l'effort. Et je voudrais peut-être avoir un seul mot, le respect des maîtres, des aînés, si vous voulez être respecté. Pour donc continuer cette présentation, certainement, le professeur Abdou Salam va m'aider en défilant les diapositives. S'il vous plaît, chers collègues. Avec plaisir, cher ami. Voilà pour dire que le problème est posé. Qu'est-ce que nous faisons pour que cette approche One Health-là puisse aider à la mitigation du danger, puisque c'est une pandémie silencieuse. Et à ce propos, rappelons dès les années 2015 déjà la mise au point du plan d'action mondial avec 5 objectifs majeurs. Quand vous les regardez, mieux faire connaître le problème de la résistance aux antimicrobiens, renforcer les connaissances, réduire l'incidence, optimiser l'usage des médicaments antimicrobiens et garantir des investissements durables. Et en 2017, pour notre région OMS Afro, la formation a été donc donnée afin d'avoir dans les différents pays des points focaux qui permettent l'élaboration des plans d'action nationaux pour adresser la question de la RAM. Diapositive suivante. Suivant, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Oui, c'est bloqué, je ne sais pas à quel niveau. Oui, je ne sais pas la main, je ne sais pas si on m'a retiré la main. Ah, c'est bon? Merci. Voilà, c'est bon maintenant. Et donc, comme l'a dit le professeur Abdou Salam, la question fondamentale, finalement, c'est comment travailler ensemble dans les différents compartiments qui sont concernés, l'environnement, l'homme et l'animal, pour identifier cette question. Mais nous avons des limites. Je voudrais par exemple rappeler que pour nous en santé humaine, nous savons que Staphylococcus aureus est producteur de coagulase, mais je pourrais vous rappeler qu'aujourd'hui, avec l'approche One Health, tout ce qui est producteur de coagulase en termes de staphylocoque n'est pas forcément Staphylococcus aureus. Il peut s'agir de Staphylococcus aureus chez le porcelet qui est responsable d'épidermite. Il peut s'agir de Staphylococcus pseudo-intermedius chez le chien et le chat qui est responsable de pyodermite.
Diapositive suivante. Et donc, cela a été dit, c'est l'approche holistique qui va être donc prônée, ne plus diviser. Diviser chacune des difficultés à examiner en codant des fragments de problèmes ne va pas servir à résoudre, à relever le défi, comme dirait Descartes dans le discours de la méthode. Il faut travailler de façon globale. C'est une invite aussi dans le secteur de la biologie médicale où nous retrouvons aujourd'hui pharmaciens biologistes, médecins biologistes, biotechnologistes. Nous devons travailler la main dans la main pour adresser les questions liées à la biologie médicale. Suivant. Diapositive suivante. Cette diapo, je crois qu'on pourra passer. Il s'agit rapidement de montrer comment on peut travailler en équipe pour avoir une réponse rapide et contenir, j'allais dire, les épidémies, surtout en faisant des détections précoces au niveau de l'humain que de chez l'animal. Aujourd'hui, vous savez un peu comment tout marche avec les équipes surges, par exemple au niveau de l'OMS, les diplômes comme les épidémiologistes de terrain, les FLTP, les AFNET, tout ceci pour permettre d'être en situation d'alerte pour ne pas être surpris et contenir la propagation des pathogènes. Puisque la finalité, ça doit être la santé de l'homme en contrôlant tout ce qui entoure l'homme. Diapositive suivant. Donc, l'objectif de cette approche One Health, comme je l'ai dit tantôt, c'est de fournir une prévention et un traitement holistique des maladies humaines et animales. Malheureusement, la collaboration multidisciplinaire reste un obstacle. Chacun veut se contenter de sa part du gâteau. Chacun veut être le premier responsable de la réponse. Et c'est pour cela que des initiatives vont être donc entreprises. Diapositive suivante. C'est d'avoir l'approche One Health avec pour objectif le développement des capacités de surveillance de réponse au niveau international, régional et national, je dirais même district, le renforcement des systèmes d'alerte rapide et de détection, le renforcement des capacités des autorités sanitaires en matière de prévention, de préparation d'intervention, la promotion de la collaboration intersectorielle et du partenariat, les recherches sur les conditions d'émergence et la division de la résistance. Suivant. Et comme je l'ai dit, donc, des initiatives vont être donc entreprises à l'échelle mondiale. On partira de la tripartite, où on aura l'ancienne Organisation internationale des épices aussi, l'OMS, l'UNICEF, la World Bank, pour travailler et contribuer à réduire les risques liés aux maladies infectieuses et la RAM à l'interface homme-animal et des écosystèmes. Entendons par écosystème l'environnement, l'eau, les sols, les végétaux. Diapositive suivante. Donc, 2010-2015, Assemblée mondiale de la santé à Genève, problème urgent, la résistance aux antimicrobiens. Il faut, direct, comme quelqu'un le dirait, il faut tuer le soldat Ryan, ce tueur silencieux et invisible. Et la tripartite donc va proposer une note conceptuelle qui va nous permettre d'évoluer pour le partage des responsabilités, la coordination des actions. Et le thème phare dedans, c'est comment mitiguer la résistance aux antimicrobiens. Et comme je l'ai dit, 2017, les pays de la zone OMS Afro donc, vont être capacités pour l'élaboration des plans d'action nationaux. Et beaucoup de nos pays aujourd'hui sont à la phase, j'allais dire, de révision de ce plan pour la version 2.0. Suivant. Alors, petit à petit, la question a été, j'allais dire, portée au niveau international et on a compris que l'environnement était un compartiment qu'il ne fallait pas négliger. Et donc, de la tripartite, nous sommes aujourd'hui passés à la quadripartite avec l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO, le Programme des Nations unies pour l'environnement et l'OMS, avec un guide bien élaboré qui permet à chaque acteur
de se mettre dans la lutte et ne pas mener une lutte isolée, quoique le plus souvent, c'est la santé humaine qui porte le lead. Suivant. Alors, à partir de cette quadripartite, il y a eu donc des initiatives africaines, nationales. Pour parler de notre région, on parlera par exemple du Centre régional de surveillance de la coordination des maladies, qui est un centre basé à Abuja au Nigeria, qui est pour l'Organisation ouest-africaine de la santé, pour la préparation à la prévention des épidémies et pandémies. Vous avez par exemple le programme Africa One, ou Africa One Health, qui s'occupe de la recherche, offre des bourses de master, de thèse, pour pouvoir élucider davantage la question, trouver les déterminants et pouvoir agir sur ces déterminants-là. Nous avons le One Health Central East Africa qui est devenu le Afro-RUN, African One Health for Universities, qui est en Ouganda, qui aujourd'hui comporte certaines universités déjà dans l'association pour développer des curricula, des formations pour aller dans la lutte contre cette résistance aux antimicrobiens. J'ai parlé tout à l'heure de AFNET, Africa Field Epidemiology Network. En Afrique du Sud, par exemple, vous avez le SACSIDS, qui sont autant d'organisations régionales, y compris Africa CDC, qui travaillent dans le sens de développer des plans stratégiques, des activités pour pouvoir permettre une lutte intégrée, coordonnée, ne laissant aucun acteur, aucune partie prenante de côté. Diapositive suivante. J'ai par exemple sur cette diapositive le cadre stratégique de l'Union africaine de 2026 à 2030 qui est conçu. Nous avons travaillé, c'est Africa CDC et le Bureau interafricain pour les ressources animales qui est au Kenya. Vous pouvez voir ici les objectifs stratégiques, c'est d'augmenter le nombre d'États qui conduisent la surveillance, la résistance, selon l'approche une seule santé. L'objectif 2, par exemple, c'est retarder l'émergence de la résistance en luttant contre les pathogènes émergents. L'objectif 3, par exemple, c'est limiter la transmission des pathogènes multirésistants. Le 4, c'est renforcer la gouvernance, le leadership. Et le 5, c'est de soutenir l'advocacy et la sensibilisation. Ce programme-là, ce nouveau cadre de travail va être adopté à la conférence ministérielle qui aura lieu à Abuja en juin, du 28 au 30 juin, pour valider ce nouveau cadre, étant entendu que le premier est arrivé à aspiration après 5 ans. Diapositive suivante. J'ai parlé tantôt de Afro-RUN, vous verrez sa mission, la coordination. Il y a une dizaine d'universités africaines qui ont adhéré. Diapositive suivante. Africa One, qui offre des bourses de recherche, c'est 100 chercheurs africains formés, des PhD. Nous avons, ce qui nous concerne, des étudiants en thèse et en master qui bénéficient de ce programme qui est africain. La dernière réunion de cadrage, de présentation d'avancée des travaux a eu lieu à Dakar la semaine dernière, par exemple. Diapositive suivante. Présentons les opportunités, ce qui est fait. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notre région, rappelons que la CEDEAO a adopté en mai 2022 à Accra la feuille de route pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens par les chefs d'État. Donc, la région dispose d'un plan d'action pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Diapositive suivante. Avec les objectifs qui sont de renforcer la gouvernance dans les pays de la CEDEAO, de renforcer les connaissances et de prendre des décisions sur des évidences. C'est de réduire l'incidence des infections à travers l'hygiène et le contrôle de l'infection. Diapositive suivante.
c'est d'aller vers une utilisation rationnelle des médicaments antimicrobiens, aussi bien chez l'homme, chez l'animal et dans l'agriculture. L'autre chose, c'est de pouvoir assurer la mobilisation des ressources. Et en marge de tout cela, un groupe technique de travail donc a été mis au point depuis 2019, dont le premier président fut le professeur Abdul Salam, 2019 à 2026, pour avoir une cohorte d'experts et les points focaux nationaux au niveau de la région. Actuellement, ce groupe technique de travail est présidé par le professeur Mireille et Nathalie Guessen de Côte d'Ivoire, de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, et co-présidé par notre modeste personne. Diapositive suivante. Alors, pour rapidement parler de ce groupe technique de travail, des missions étaient donc réalisées dans les pays de la CEDEAO pour aider à sensibiliser sur l'importance de ce que la résistance est, d'améliorer la gouvernance et puis former le personnel de laboratoire. Ainsi, en Guinée-Bissau, par exemple, il y a eu des formations pratiques sur le terrain. Pour le Sénégal, il y a eu une mission pour assurer la coordination au niveau des différentes parties prenantes, ainsi de suite. En Sierra Leone, récemment, une équipe s'est rendue sur le terrain pour voir un peu les capacités et comment la lutte contre la résistance se fait selon l'approche One Health, soutenue par la feuille de route. Diapositive suivante. Voilà un peu les missions conduites. Et vous avez les différents experts selon l'approche One Health. Vous avez des représentants de l'Institut Pasteur, la santé animale, par exemple, le docteur Sati du Nigeria, en santé alimentaire, sécurité sanitaire des aliments, le professeur Badina du Nigeria, ainsi de suite. Vous avez un groupe d'experts qui est vraiment composé de toutes, j'allais dire, les composantes de l'approche One Health. Diapositive suivante. Alors, ici, pour parler un peu, présenter un peu ce que le réseau régional fait, en décembre dernier, à la réunion des laboratoires au niveau de la CEDEAO, réunion qui a eu lieu à Lomé, il a été donc décidé de voir un peu qu'est-ce que nous faisons, les données, et c'est l'occasion pour nous d'insister sur la collecte des données pour que nous puissions aller vers l'observatoire régional afin que la prise de décision dans la région puisse se faire sur la base des données dont nous disposons. Par exemple, vous voyez ici pour les différents pays des Escherichia coli avec les phénotypes BLSE à hauteur de 32% pour le Burkina Faso, 45% pour le Togo. En santé humaine, vous avez jusqu'à 65% d'Escherichia coli BLSE en santé animale au Nigeria. Suivant, s'il vous plaît. En santé animale, tous les pays ne sont pas au même niveau, mais le Burkina Faso, par exemple, dans l'élevage, chez les porcs, il a été rapporté à peu près 17% de souches BLS de E. coli, à peu près 12% de souches de Klebsiella pneumoniae produisant une bêta-lactamase à spectre élargi. Lorsque vous allez dans des pays comme la Guinée, des salmonelles, des E. coli sont isolés, mais il reste encore beaucoup à faire. Diapositive suivante. Suivant, s'il vous plaît. Par exemple, en santé environnementale, le Burkina Faso, qui a réussi déjà à mettre une surveillance intégrée en place, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, vous avez dans les eaux d'irrigation 8,8% de colis BLSE, 22% de Klebsiella pneumoniae pour 79 échantillons. Le Libéria a travaillé sur 214 échantillons sur un site. La Côte d'Ivoire nous a sorti 22,2% d'Escherichia coli CABA résistant dans les eaux usées. Le Nigeria, c'est presque 19% de colis BLSE dans les eaux usées, les effluents. Diapositive suivante. En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, vous pourrez voir par exemple le déguet, qui est une street food, pardon, en Côte d'Ivoire, c'est 13,2% de souches CAP APNM résistant. Au Burkina Faso,
c'est 22,5% de Klebsiella pneumoniae résistant producteur de bêta-lactamase aspect élargi dans la charcuterie. Diapositive suivante. Pour dire en un mot, nous sommes à l'ère, j'allais dire, de la pandémie silencieuse. Vous pourrez voir ici cette diapositive, le troupeau qui vient s'abreuver, l'humain qui y est, et nous sommes interconnectés. Il nous faut agir ensemble, une seule santé, mais comme un seul individu, sans compartimentation. C'est dans cette dynamique-là que nous pourrions pas éliminer l'émergence de la résistance, mais la contrôler au mieux. Diapositive suivante. Avec une intégration de toutes les activités, on pourra au mieux réaliser le management du risque, faire une bonne prévention, avoir des interventions efficaces selon l'approche One Health, des interventions qui soient durables et bénéfiques pour la santé en général. Je vous remercie. Diapositive suivante. Voilà. Merci donc de votre attention soutenue et merci encore pour l'opportunité que nos maîtres nous ont donnée. Merci à tous nos collègues ici présents et ensemble, nous pourrions faire quelque chose pour notre région. Nous vous remercions. Merci à ce duo qui nous ont fait l'honneur de partager des informations très importantes, capitales, dans le cadre de la résistance aux antimicrobiens. Professeur David était connecté. Bon, le temps qu'elle prenne la main, qu'elle revienne avec nous et qu'elle prenne la main, nous allons donc poursuivre. Bon. En ramasser, ce que je retiens de cette présentation faite par deux éminents professeurs, c'est que le concept One Health, même s'il semble être récent, est un concept ancien depuis 1873. Et on parle en fait de One Medicine et One Health, même si aujourd'hui on parle plus de One Health que de One Medicine, mais cela sous-entend One Medicine, One Health. La principale cause, c'est la mauvaise utilisation des antibiotiques. Et de ce fait, pour lutter contre cette pandémie silencieuse, il faut une concertation. Il faut travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes, aussi bien au niveau de la santé humaine, animale et environnementale. Plusieurs initiatives africaines de coordination ont vu le jour et même permettent à ce que des jeunes chercheurs aient des bourses pour pouvoir avoir des données assez probantes et qui couvrent la majorité de la région africaine. Notre maître a terminé sa présentation en faisant un appel à tout le monde, à tous les chercheurs ici présents, afin qu'on ait plus de données africaines, qu'on partage plus nos ressources et surtout à montrer qu'il y a une insuffisance quand même de données au niveau animal et environnemental. Et de ce fait, nous convierons nos collègues ici présents à effectuer des recherches vers le règne animal, le règne environnemental, afin de pouvoir alimenter les données africaines dans le cadre de cette lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Merci encore une fois. Nous allons ouvrir une séquence de questions. Nous allons au départ prendre 5 questions. Et donc, je prie le Zoom Master ici présent de nous aider à ça. Est-ce que
les personnes qui lèveront la main seront autorisées à allumer leur micro ou bien ils ont déjà la main pour ouvrir leur micro. Donc, Monsieur So. Bon, toutes les personnes qui lèvent la main pourront activer automatiquement leur micro. On va autoriser à tout le monde d'activer pour la séance de questions. Nous allons débuter par Jean-Pierre Kazadi. Monsieur Jean-Pierre Kazadi, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Moi, c'est Jean-Pierre Kazadi, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je remercie d'abord les professeurs, les intervenants pour les présentations. Alors, pour lutter contre la rame en se basant sur l'approche One Health, il semble qu'il faut d'abord rendre opérationnel les One Health. Ainsi, la première question est de savoir quels sont les indicateurs d'une bonne santé environnementale. Et la deuxième question, comment mettre ensemble les données issues de ces trois domaines pour ainsi espérer lutter efficacement contre la rame. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Nous allons passer la parole à Monsieur Bola Science. Merci beaucoup, cher professeur, pour la parole. Nous remercions beaucoup les éminents professeurs pour leur brillante intervention. Alors, vous nous avez montré que la cause principale de la rame ou de l'émergence de la résistance antimicrobienne, c'est la mauvaise utilisation des antibiotiques. Alors, j'aimerais qu'on fasse un peu un retentissement, c'est une réflexion. Maintenant, qu'en est-il de la flambée ou soit de l'apparition de pertes ou soit de la perte de sensibilité de certains tests de diagnostic direct suite à la mauvaise utilisation des antibiotiques? Parce qu'il y a actuellement beaucoup d'études qui révèlent que des tests comme des diagnostics rapides pour le paludisme, et il y a les gènes HPRD qui a développé bon nombre de résistances, ce qui donne des résultats faux positifs. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui s'orientent dans cet angle d'étudier non pas seulement les tests en parasito, mais aussi en microbiologie, parce qu'on n'a pas mal de tests de diagnostic direct pour qu'on évalue un peu l'impact des mauvais usages des antibiotiques dans la perte de sensibilité des tests de diagnostic rapide. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Kokuda Amekoudi. Merci beaucoup, professeur. Et un sincère merci au professeur pour le... Moi, je voudrais revenir sur la notion de la réglementation. J'aimerais savoir que quelle est vraiment mise en politique. C'est quoi Moi, j'entends rien. qui est qui Merci. J'avoue que je ne vous ai pas entendu du tout. Donc, je ne sais pas si d'aventure les présentateurs ont pu noter quelque chose. Il en est de même pour moi. OK. Donc, Monsieur Kokuda, si vous pouvez nous revenir, en fait, vous allez vraiment vous éloigner parce que je pense que vous êtes dans un environnement assez bruyant. Donc, ce qui fait que le bruit de fond nous empêche de vous entendre. Si vous pouvez vous éloigner et après nous revenir. Nous allons passer aux autres le temps que vous résolviez ce petit souci d'environnement. Merci. Donc, professeur Fatou Cissé. Oui, bonsoir, professeur Sika.
Bonsoir, Vous professeur. m'entendez? Affirmatif. Oui, c'était juste pour vous signaler qu'on a une troisième présentation avec notre partenaire Technologie Service. Je pense qu'il est connecté. Effectivement, nous n'avons pas oublié. Merci du rappel, cher professeur. Bon, Monsieur Kokuda, si vous êtes prêt, on prend votre question. Ainsi, cela va permettre aux intervenants de répondre à cette première partie. Puis, nous passerons à la dernière présentation de ce webinaire. Oui, alors, professeur, j'espère que vous me recevez. Oui, affirmatif. D'accord, merci. Ma question allait dans le sens de l'application des réglementations. J'aimerais savoir, quant à ce qui concerne l'utilisation des antibiotiques dans le domaine humain, animal et environnemental, et par rapport à l'application des réglementations, qu'est-ce qui est fait concrètement pour la suivre? Est-ce que c'est appliqué? Vu que de nos jours, dans la santé animale, les antibiotiques sont utilisés à tort et à travers pour faire grandir les animaux et autres, qu'est-ce qui est fait concrètement? Donc, si l'équipe peut nous édifier sur ces aspects, ça me ferait plaisir. C'est ce que je posais comme question. Merci Et beaucoup. merci d'avoir Merci débloqué beaucoup à ça. vous. Merci beaucoup à vous. Nous allons passer la parole. On avait dit 5 questions. Nous avons 3 questions, une intervention. Nous allons passer la parole à Madame Chanceline et ensuite passer la parole aux intervenants pour leurs réponses. Madame Chanceline, vous avez la parole. Oui, oui, je vous écoute, professeur Sika. Je ne sais pas si vous m'entendez. On Oui, vous entend. Ah, d'accord. Merci infiniment pour l'organisation déjà de ce webinaire. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me permettra d'augmenter encore mes connaissances sur le concept One Health. D'accord. Déjà, je suis Madame Chanceline, comme vous l'avez dit, étudiante en PhD. Je travaille effectivement sur la thématique du One Health. Mais ici, je travaille sur la caractérisation du Staphylococcus SP, multirésistant dans l'environnement, des exploitations porcines, et quel est le rapport avec la multirésistance en milieu hospitalier. Donc, je vais prélever dans l'environnement des exploitations porcines, des personnes, des acteurs des exploitations, et j'irai aussi dans le milieu hospitalier pour voir si ce sont les mêmes souches, les mêmes gènes de résistance qui s'y trouvent. Parce qu'il y a certaines études qui ont démontré que beaucoup de patients arrivent à l'hôpital déjà porteurs des gènes multirésistants. D'accord. Ma question est la suivante. Bon, on a beaucoup parlé des autres gènes. J'ai pas beaucoup écouté l'apport du genre Staphylococcus, beaucoup plus aureus, parce que c'est celui qui est beaucoup plus interpellé dans la multirésistance. Donc, j'aimerais savoir s'il y a certaines données de cette espèce-là. Merci beaucoup, Madame Chanceline. C'est bon, je passe la parole aux 2 professeurs intervenants, professeur Abdou Salam et professeur Salou. C'est comme vous voudrez pour les réponses, pour donner les réponses aux questions. Oui, merci, Madame la modératrice. Je crois que nous sommes pris par le temps pour respecter les engagements. La première question, celle de Monsieur Jean-Pierre Kazadi, qui demandait un peu les indicateurs d'une bonne santé environnementale. Nous avons au niveau de l'OMS, par exemple, le projet Tricycle qui évalue les souches d'Escherichia coli productrices de bêta-lactamase dans les 3 compartiments, dans l'environnement, chez l'homme et chez les animaux. Mais à côté de cela, aujourd'hui, des études sont conduites pour évaluer des résidus d'antibiotiques dans l'environnement. Et vous avez des tests à faire. Par exemple, en pisciculture, les antibiotiques ne sont pas autorisés. Mais aujourd'hui, on retrouve dans certains étangs piscicoles l'usage d'antibiotiques. Il y a donc des biomarqueurs sur la base des pathogènes prioritaires à suivre,
Je ne vais pas rentrer dans la liste de l'OMS en santé humaine, c'est ESCAPE, mais on va compléter cela avec les salmonelles, par exemple, les Clostridium et autres en santé alimentaire. Par exemple, ce que nous avons fait au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est d'avoir mis en place une liste prioritaire de pathogènes secteur par secteur. Santé humaine, santé animale, et comme disait tout à l'heure la modératrice, sont des données à collecter pour apprécier l'impact de l'émergence de ces micro-organismes au niveau des différents compartiments, mais pour la santé globale. Pour Madame Bola, je crois qu'elle a parlé du mésusage, de la perte de sensibilité, ce qui est fait. Donc, des évaluations sont faites, mais des études aussi sont proposées et vous avez l'évaluation externe de la qualité qui est actuellement recommandée pour voir déjà si les laboratoires travaillent très bien. Mais il va de soi, comme l'a dit le professeur Abdou Salam, la résistance préexiste à l'antibiotique. Et si vous regardez les coupes, dès qu'on introduit un nouvel antibiotique, 2-3 ans après, les premières souches de résistance apparaissent, ce qui est normal. C'est pour cela d'ailleurs que nous devons surveiller. Aujourd'hui, nous sommes par exemple dans le domaine de la parasitologie pour tout ce qui est paludologie. Le SIGA Sadaka vient de rapporter des souches de Plasmodium falciparum résistants au CTA. Mais je peux vous dire que certainement, les parasitologues ne vont pas me contredire, le fait d'avoir mis la chloroquine, j'allais dire en quarantaine depuis longtemps, pendant Covid-19, on a fait la remarque que dans les centres de prise en charge, beaucoup de malades qui avaient pris de la chloroquine, curieusement, il n'y avait pas d'épisode de paludisme. Donc, il s'agit d'une interaction, je vais dire, au niveau de la vie. Lorsque vous cachez la substance, c'est pour cela d'ailleurs, au niveau de l'OMS, il y a cette liste AWARE pour les antibiotiques qui sont access, qui ne doivent pas dépasser 60% en termes d'usage courant. Et vous avez WASH, ce qu'on surveille, et j'allais dire les mastodontes qu'on garde sous réserve. Vous pouvez voir sur les antibiogrammes, par exemple, la souche est résistante à un antibiotique, par exemple. Tout ce qui touche à la cholestine aujourd'hui, vous voyez résistant, mais vous n'avez pas cette cholestine sur le marché. Pour M. Kokouda, il a parlé de la réglementation, qu'est-ce qui est fait? Mais cela fait partie des plans d'action au niveau des directions des pharmacies. Mais je parlerai au mieux de ce que je connais pour la région ouest africaine. Dans la zone EMOA, il y a toute une réglementation qui est en place. Mais en même temps, il y a le besoin de la formation des acteurs au niveau des cordons douaniers. Cette catégorie, j'allais dire, de professionnels ne sait pas reconnaître un médicament sous standard et falsifié. Donc, il y a tout ce qui est fait. Mais n'oublions pas que le médicament, par définition en anglais, il est appelé drogue. Et cela est source de beaucoup d'argent. Et ce qui est source d'argent attise la convoitise. Il y a beaucoup de faussaires. Et donc, il s'agit maintenant de proposer dans les pays, à l'échelle régionale, j'allais dire, des mesures fortes pour contrer. Et pour finir avec Madame Chanceline, qui a parlé de Staphylococcus, oui, les données existent. Peut-être que je ne l'ai pas présenté, mais dans le cas du Togo, on est autour de 25% de Staphylococcus résistant à la méticilline. Depuis une dizaine d'années, le taux est stable. Mais par contre, nous avons l'émergence des staphylocoques aquagulase négatives qui sont résistants à la méticilline. Je crois pour les intervenants, j'ai essayé parce que le professeur Abdou Salam me disait qu'il avait un souci, il m'a écrit sur WhatsApp. C'est pour cela que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Merci. Merci J'espère. beaucoup. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, vous avez fait le tour des différentes questions. Comme annoncé Merci. tantôt, le professeur est là. Je Merci. vais lui laisser la parole pour qu'elle conduise. Oui, je voudrais vous féliciter les intervenants, les deux présentateurs, et souhaiter qu'on renouvelle cela parce que la résistance antimicrobienne, c'est le nouveau défi que nous, les microbiologistes, nous avons à relever. Et cette approche One Health, vous l'avez bien compris, elle est fondamentale, mais peut-être que nous ne travaillons pas assez en médecine animale
surtout avec l'explosion des élevages et la libre circulation justement des antibiotiques par les circuits parallèles. Je voudrais que dans tous les pays, on soit vigilant pour rattraper cette erreur que nous avons laissé se commettre et qui continue d'ailleurs, et qu'on réfléchisse aux moyens de bloquer ces erreurs fondamentales qui nous amènent forcément à une catastrophe. Je vous remercie tous et bon après-midi. Merci, cher maître. C'est l'honneur pour nous. C'est des sentiments de profonde gratitude. Abdou Salam l'a dit, moi aussi, je vous réitère ces mots. Tous nos vœux d'élèves, nos jeunes collègues, nos aînés, nous prions pour la santé pour tous nos maîtres, pour que vous puissiez nous porter le plus longtemps possible, afin que nous puissions nous abreuver. Nous continuons de bénéficier de vos sages conseils. N'hésitez pas à nous retrousser les manches lorsque vous nous voyez en train de dévier. Je vous remercie, cher maître. Merci beaucoup, professeur Salo. Merci Sika d'avoir géré la modération et on est C'est pas toujours très encore fiers fini, de nos professeur. élèves. À très bientôt. Merci beaucoup, professeur, mais c'est pas encore fini. Nous avons la dernière présentation qui va être faite par Technologie Service, notre partenaire. Donc, merci. Je pense que tout le monde... On a un problème de son. Oui, c'est bon. Je pense qu'il est là. Il va faire sa présentation. Donc, Technologie Service, à vous. Bonjour, vous m'entendez? 5 sur 5. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ndengo Nefal. Je suis technico-commercial à Technologie Service et responsable de la gamme de microbiologie dans cette même entreprise. Donc, nous remercions la Société africaine de biologie de nous avoir associés à ce rendez-vous scientifique de haut niveau quand même. Et pour présenter brièvement Technologie Service, on dira que c'est une entreprise qui a maintenant 35 ans d'expérience dans le domaine de la distribution, installation et maintenance des équipements biomédicaux, qui a comme cœur de métier la biologie, même si on s'est diversifié après en imagerie médicale et la chirurgie et ses spécialités. Donc, sur la gamme de microbiologie, on travaille avec la marque BD, Becton Dickinson. Et ce partenariat date déjà de plusieurs années et c'est grâce à ce partenariat que nous sommes aujourd'hui capables d'offrir une solution complète en microbiologie, donc allant de la culture à l'identification et l'antibiogramme. Donc, voilà, conscient de cette réelle problématique de résistance aux antimicrobiens qui est devenue un problème de santé publique. Donc, BD a mis en place un automate du nom de Phoenix, donc qui, on le verra dans la présentation, vraiment aide à surveiller ces résistances-là. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à la spécialiste production et application Randa Yahi, qui va nous démontrer en quoi BD peut nous aider à combattre ces résistances. Randa, vas-y, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Randa Yahi, responsable de production, pardon. Voilà. Donc, je suis responsable de produits et applications superviseurs dans la région de l'Afrique. Je travaille chez BD depuis presque 4 ans. Là, je suis vraiment honorée et vraiment ravie d'être parmi vous, parmi les piliers de la microbiologie africaine. C'est une première pour moi. C'est un honneur aussi. Je vous félicite pour la qualité de vos présentations et les informations partagées avec nous. Donc aujourd'hui, je me permets de vous présenter quelques outils afin d'optimiser le diagnostic et essayer de faire la prise de décision clinique. Donc là, j'aimerais bien vous présenter le rôle de l'automatisation en microbiologie dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. En fait, comme tout le monde le sait, la gestion de la résistance antimicrobienne commence toujours avec un parcours de diagnostic. Ce parcours débute toujours par une collection de prélèvements jusqu'à la restitution des résultats. Donc, dans chaque étape de ce parcours-là, impacte directement sur la qualité du résultat et surtout sur le
délai de prise en charge du patient, ce qui fait qu'on doit se focaliser sur ces deux points-là. Donc, malheureusement, les projections montrent que à l'horizon de 2050, les infections aux résistances antimicrobiennes pourraient dépasser les cancers comme cause principale de mortalité, et cela souligne l'urgence d'améliorer nos approches antimicrobiennes. Comme j'avais dit précédemment, le délai, c'est notre clé afin d'essayer d'arriver à temps pour lutter contre ou, on va dire, diminuer cette mortalité. D'où la question, où perdons-nous du temps aujourd'hui dans nos laboratoires? Comme vous savez, et vous l'avez bien décrit tout à l'heure dans vos précédentes communication, l'OMS identifie des pathogènes critiques comme les entérobactéries qui sont résistants aux carbapénèmes, pardon. Du coup, si on est face aux micro-organismes critiques comme les entérobactéries résistants aux carbapénèmes, malheureusement, le retard pour le retard de diagnostic ou le traitement inadéquat pour ce patient va nous laisser face à une augmentation d'une mortalité, une durée d'hospitalisation très prolongée, et du coup, ça va faire un coût élevé pour l'établissement qui va engendrer des coûts supplémentaires. Du coup, un diagnostic rapide, précis, pour le diagnostic est essentiel afin d'améliorer le pronostic à temps et diminuer le coût pour les établissements et surtout, le plus important, arriver à temps afin de guérir le patient. En général, dans les laboratoires, on rencontre beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de pertes d'efficacité dans plusieurs laboratoires. Des fois, ils sont invisibles. Ces défis-là, ils sont liés par rapport aux diversités de mécanismes de résistance qu'on rencontre, dus aux différents facteurs que vous avez déjà cités. On est face aussi à la multiplication des tests de confirmation qu'on cherche à gauche et à droite afin de confirmer la multirésistance et les marqueurs de résistance aussi. On est face aussi aux différentes contaminations dues au pré-analytique qui est malheureusement négligé dans certaines zones. Donc, il faut se focaliser aussi sur cela. Du coup, là, je vais vous présenter juste un résumé de flux du travail qu'on connaisse tous, un flux du travail traditionnel que chaque laboratoire fait. En général, si on est face à, par exemple, entérobactéries, on a une culture pure, donc on passe J0 face à une culture pure, on est obligé de faire certains tests comme oxydase, fermentaire, non fermentaire, etc., afin de nous orienter vers le choix, soit de l'API, soit les disques d'antibiotiques qu'on doit tester, etc. Donc là, le J0, on va faire ces tests-là, on va faire notre identification et test de sensibilité afin d'arriver à J1 le lendemain pour avoir un résultat. Si jamais on tombe dans un résultat résistant, là, malheureusement, on est obligé de confirmer la résistance pour voir si on est face à une BLSE ou une carbapénème. Là, toujours, je parle des entérobactéries comme exemple. Là. Du coup, on va prolonger la durée de notre diagnostic jusqu'à J2, là où on aura enfin un résultat fini, un rapport détaillé avec des antibiotiques extra. Donc, finalement, le flux du travail traditionnel, il nécessite plusieurs étapes sur 2 à 3 jours entre culture, identification, confirmation, et cela retarde significativement la mise sous traitement optimale. Et comme vous savez, on a aussi les recommandations de ECAS qui sont chaque année renouvelées
et ils ont une exigence augmentée chaque année, notamment sur les BLSE comme vous voyez sur ce slide, et aussi en ce qui concerne les carbapénémases. Donc les laboratoires, ils ont toujours besoin de solutions plus efficaces pour y remédier à ça. Afin de répondre à ces défis-là, nous vous proposons une solution automatisée comme le Phoenix. C'est un appareil qui porte un apport réel, une valeur ajoutée. Déjà, ce système-là, il a une capacité de faire 50 tests à la fois, identification et test de sensibilité, qui veut dire une cassette vous permet de faire identification, test de sensibilité, un accès aléatoire dans le système, des résultats en temps réel, en sachant que ce système vous permet d'avoir une identification à partir de la première heure d'incubation et aussi des résultats de tests de sensibilité à partir de 4 heures d'incubation. Tout dépend le profil de la souche testée. Et aussi, il faut savoir que nos réactifs qu'on utilise dans ce système-là sont composés d'une cassette qu'on appelle panel, des bouillons, un bouillon d'identification, un bouillon de test de sensibilité. Ces réactifs-là, ils sont stockés à température ambiante. Vous n'avez pas besoin de place dans le réfrigérateur. Et on a en plus un indicateur, une petite boîte qui va prendre juste un petit coin dans votre réfrigérateur. Le système ne nécessite aucune calibration parce qu'en fait, il fait une autocalibration par lui-même. Surtout, si on rajoute une association à cette solution automatisée et réactive, une solution de logiciel, notre proposition ou notre solution de logiciel, ça s'appelle Epicenter et Synapsys. Ces deux logiciels ont une capacité énorme d'acquérir d'informations et bases de données. Donc, il exploite une meilleure exploitation de données. On peut avoir des rapports personnalisés à partir de ces rapports-là. On peut avoir aussi un accès à distance. Et surtout, et le plus important, comme vous l'avez déjà demandé, vous l'avez signalé dans vos précédentes communications, la surveillance épidémiologique. Et cela, il peut se faire avec nos logiciels, une surveillance épidémiologique en temps réel. En sachant que cette surveillance, comme vous l'avez déjà dit, c'est le pilier fondamental du programme du bon usage des antibiotiques. Certes, on a des systèmes manuels comme le WUNET, c'est vrai, ils sont utiles, mais ils restent contraignants juste parce que, en fait, les données sont introduites dans le WUNET, par exemple, manuellement. Donc il y a vraiment un risque, élevé de faute de frappe ou d'erreur dans ce type de système manuel. L'automatisation permet l'optimisation et la collecte et d'analyse des données directement. Ce que nous vous proposons, c'est que ces deux logiciels qu'on vous propose, vous pouvez exporter les données, les analyses, les résultats, l'analyse des données directement sur une clé USB et les exporter directement sur le WUNET sans avoir à taper quoi que ce soit. Là, je vous présente la configuration de notre cassette, de notre panel. Il est composé de 2 compartiments. Le compartiment que vous voyez à votre droite, ça concerne tout ce qui concerne l'identification. Il contient 45 à 46 puits de substrat biochimique. La détection, elle se fait par colorimétrie et fluorescence, donc elle favorise une identification fiable. Pour le compartiment test de sensibilité, comme vous voyez, on a plusieurs puits. Alors, pour le panel qu'on dit combo, qui veut dire contient l'identification et test de sensibilité à la fois, il contient 85 puits de dilution microbienne, qui veut dire que pour chaque molécule d'antibiotique, on a de 3 à 7 dilutions de cet antibiotique-là. Ce que veut dire, c'est que nous, on a une lecture réelle de CMI, comme les microdilutions manuelles.
Et ce qui est bien aussi, c'est que la détection de la résistance, elle ne se fait pas seulement par la turbidité, elle détecte aussi la réaction redox, ce qui nous permet aussi de détecter même la résistance latence. Donc, comme vous voyez, ça précise exactement la détection même latence. En plus de cela, on a aussi la possibilité d'avoir la détection des marqueurs de résistance comme les BLSE et les carbapenem dans le même panel avec une confirmation. On a des molécules de marqueurs de résistance qui permettent de vérifier leur résistance et confirmer, détecter le marqueur de résistance. Et aussi, on a des puits enzymatiques qui permettent de confirmer cette résistance au CARBA et BLSE. À part ce panel combo, qui est, comme j'avais dit, identification test de sensibilité, on a un panel qu'on appelle Emerge. Ce panel Emerge, il est composé seulement de tests de molécules d'antibiotiques, qui veut dire que même le compartiment qui est destiné au test d'identification a été remplacé par des molécules d'antibiotiques. Ce panel-là, qu'est-ce qu'il a de plus? C'est qu'on a rajouté certaines molécules d'antibiotiques et on a aussi élargi notre marge de concentration pour chaque molécule d'antibiotique. Et le plus important dans tout ça, c'est que ce panel Emerge, il permet de nous donner la classification d'Ambert de carbapenem. Là, je vous montre un exemple de nos deux panels de Gram négatifs. Comme vous voyez, le côté de votre côté gauche de l'écran, là, on a la composition de 21 molécules d'antibiotiques dans notre panel combo, donc identification test de sensibilité. Dans ce même panel, on a la détection et la confirmation de BLSE et carbapenem, et aussi des concentrations qui sont liées aux recommandations de ECAST. Le deuxième panel qui est à votre droite, c'est le panel Emerge, là où on a rajouté d'autres molécules d'antibiotiques, comme vous pouvez le voir, et afin de élargir et couvrir toutes les possibilités qui posent problème de résistance, avec bien sûr l'ajustement des concentrations des microdilutions. Avec la solution qu'on vous propose, donc la solution automatisée, comme vous pouvez voir sur ce slide-là, on est arrivé à réduire le temps de diagnostic avec cette solution. Donc, en fait, avec Phoenix, à partir de cultures positives, au J0, on va utiliser seulement une cassette de Gram négatif, peu importe si elle est fermentaire, non fermentaire, oxydase ou pas, on va l'utiliser à partir d'un prélèvement urinaire ou pas, on va utiliser seulement une seule cassette. Au J1, on va avoir un résultat global avec un rapport détaillé, avec l'identification, test de sensibilité, confirmation de CARBA ou BLSE, avec les extras d'antibiotiques. Et là, comme on a réduit le diagnostic, donc on a réduit le temps, le délai de réponse au clinicien par rapport au traitement qu'il faut pour le patient. Avec cela, on a aussi tout ce qui concerne, comme je vous ai dit, le logiciel. Donc, juste pour savoir que cette approche-là de réduction du diagnostic, elle est très importante, surtout pour la solution devant le sepsis. Comme on sait tous que face au sepsis, chaque heure compte, même chaque minute compte. Nous, on propose différents flacons avec différents milieux spécifiques qui peuvent différencier les différents micro-organismes. Et pour cela, ça va nous couvrir tous les micro-organismes qui peuvent nous donner une infection du sang. Donc voilà, BD propose une solution complète couvrant toute la chaîne de diagnostic et des infections sanguines et autres infections à partir du prélèvement jusqu'au résultat final.
Bien sûr, tout cela avec un logiciel qui permet l'exploitation en temps réel des données, les analyser afin de faire la prise de décision correcte. Si le temps me permet, je peux vous proposer aussi une autre solution qui est le Malditoff. Comme vous savez, le Malditoff vous permet de faire une identification très rapide. Dans seulement 60 secondes, vous pouvez avoir une identification. 60 secondes à partir d'une colonie. Si jamais vous souhaitez faire une identification directement à partir d'un flacon positif, vous allez à faire un pré-traitement de seulement 30 minutes de ce résultat positif de votre flacon. Et juste après, vous allez identifier sur le Malditoff après 60 secondes. Donc, pour conclure, je vais essayer c'est rapide, je sais. C'est juste pour vous dire, pour conclure, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens repose pour nous sur 3 éléments clés: la rapidité et la précision du diagnostic, la standardisation et la mise à jour selon les recommandations internationales et surtout l'exploitation des données. Donc finalement, l'automatisation joue un rôle central pour améliorer la prise en charge des patients et soutenir bien sûr le programme de suivi pour la lutte contre les antimicrobiens, la résistance aux antimicrobiens. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Merci beaucoup, Madame Randa, et merci aussi à toute l'équipe de Technologie Service pour cette belle présentation à propos de cet automate de bactériologie qui, si installé, nous aidera à faire des diagnostics un peu plus précis et surtout à raccourcir le temps d'analyse des prélèvements destinés à la bactériologie. Donc, nous allons passer également à une séquence à une session de questions-réponses. Et donc, nous donnons la parole à qui veut bien la prendre. Je vois déjà une main. Je vais commencer par Monsieur Issoufou. Monsieur Issoufou, c'est Oui, Ouedraogo. Voilà, oui, vous avez la Ouedraogo. parole. Oui, bonsoir, c'est Issoufou Ouedraogo du Burkina Faso. Voilà, merci pour la parole, merci à Technologie pour la brillante présentation et vraiment pour avoir utilisé BD Phoenix. Vraiment, c'est un appareil vraiment très performant. Mais néanmoins, j'ai quelques inquiétudes. C'est par rapport à l'évolution de ECAS chaque année. Comment est fait la mise à jour sur Epicenter par rapport à ECAS, puisque bon, vous avez dit que non, c'est suivi par rapport à ECAS. Et j'ai une autre inquiétude, c'est par rapport à, vous avez dit qu'on peut lancer jusqu'à 50 antibiogrammes, mais la conduite à tenir lorsqu'on est face à des situations où on a des modules qui sont bloqués. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc vraiment, ce sont mes deux inquiétudes. Merci. Je peux répondre ou on attend? Merci. S'il vous plaît, Madame Randa, on va prendre une liste de questions et vous allez répondre après, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. Merci. Donc, une seconde main de levée, Monsieur Paco. Merci, professeur. J'aimerais à mon tour remercier tous nos maîtres qui nous ont gratifiés de ce webinaire. Alors, je suis docteur Monemo Pacom de la Côte d'Ivoire, précisément au CHU de Boaké. Et mon maître, c'est le professeur Akwa Kofi qui m'a invité à ce webinaire. Alors, ma préoccupation, c'est juste au niveau de l'automatisation de l'identification et la détection des résistances. Alors, quand on présente un peu les automates, comme vous avez présenté tout à l'heure, il s'avère qu'il y a certaines souches qui malheureusement n'arrivent véritablement pas à être identifiées dans certains panels de certains automates qui sont proposés. Alors, quand vous avez ces genres de situations, est-ce qu'il est
il est recommandé de passer forcément à une autre technologie immédiatement, ou bien il y a des corrélations qui ne sont pas bien adaptées dans les isolats que nous présentons à ces tests-là. Parce que dans le cadre de mes travaux, j'ai été confronté à ce problème. Donc, je voulais vraiment qu'elle permette de nous clarifier un peu sur les préparations qu'il faut correctement pour que l'identification soit faite, ou bien au cas échéant, qu'est-ce qu'il faut refaire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Paco. Madame Chanceline, c'est une nouvelle main? Est-ce une nouvelle main? Si oui, vous Oui, avez la c'est une parole. nouvelle. Ok, Ok. merci infiniment pour ce super. Tu viens à peine de lever la main. Merci infiniment pour la promptitude. D'accord. Ma question va suivre celle du docteur. Elle a beaucoup présenté sur les entérobactéries, bref, sur les bacilles gram-négatifs. J'aimerais aussi qu'elle nous essaye un peu de nous éclaircir en ce qui concerne le genre Staphylococcus. Est-ce que Eunice peut identifier et faire une caractérisation phénotypique du genre Staphylococcus? Et si oui, comment pourrait-on faire pour avoir accès à cet automate ou pour bénéficier des performances de cet automate? Alors, merci. Ok, merci Madame Chanceline. Il n'y a pas d'autres mains, mais bon, à la suite de ce que vous avez dit, moi j'aimerais juste demander à Madame Randa, parce que de toute la présentation, nous n'avons pas entendu comment est-ce que vous pouvez disponibiliser ce matériel-là, cet automate dans les pays, parce que là nous sommes ici, en fait c'est toute la région africaine, hein, parce qu'il y a aussi bien le centre que l'ouest. Donc, il y a beaucoup de pays venant du centre et de l'ouest. Donc, est-ce que vous pouvez donner des informations complémentaires sur les modalités en cas de commande? Et est-ce que c'est vous qui avez livré ou bien est-ce que vous avez des représentants pays dans d'autres régions? Voilà. Merci. Je pense qu'il n'y a plus d'autres mains. Donc, ça fait 4 sur 5. Vous avez la parole, hein, Ok, merci. Madame Randa. Merci beaucoup pour votre interaction. Donc, je vais commencer par la première question, la préoccupation par rapport à la mise à jour de logiciel ECAS. Au fait, notre appareil, une fois installé à votre laboratoire, l'ingénieur technique qui vous fait cette installation, chaque année, il vient pour vous faire la mise à jour de ECAST. Ça, c'est primordial chez BD. Il faut que la mise à jour soit faite chaque année. Donc, ne vous inquiétez pas pour ce point-là. On a l'équipe qu'il faut pour faire la mise à jour au temps qu'il faut. Et sachez juste un truc, c'est que même nos panels, chaque 3-4 ans, sont améliorés selon les recommandations de ECAST. Ça, c'est par rapport à la première question. Je ne sais pas si j'ai assez répondu à votre question. Si vous avez vous souhaitez plus de détails, vous me dites, s'il vous plaît. Par rapport à votre deuxième question, monsieur, j'ai pas vraiment bien saisi votre souci. Si j'ai bien entendu, vous avez dit votre souci, c'est que le fait qu'on met 50 panels, 50 souches, on va dire 50 souches dans le même appareil, qu'est-ce qui fait que j'ai pas si c'est possible, répétez-moi votre question par rapport à votre deuxième question, s'il vous plaît. Allô, je peux Oui, intervenir? Oui, bien allez-y, sûr. Monsieur Ouedraogo. Voilà, en fait, actuellement, nous, on a un souci. On Mhm. a 49 positions disponibles. Normalement, on a 50 positions Oui, disponibles. oui. Mais actuellement, on n'a que 25 qui sont disponibles. Ça veut dire que les positions d'en bas sont rouges. Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser. Ah, Voilà. là, c'est Voilà. juste, là, c'est Mhm. juste, il faut toujours appeler l'ingénieur technique pour vérifier l'état de l'instrument.
Ok. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent, et soit vous avez beaucoup de coupures d'électricité, ou bien il y a problème de poussière qui a été pénétrée dans l'appareil. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent bien sûr bloquer. Parce qu'en fait, la maintenance sur le Phoenix, c'est rien, c'est juste le filtre et la poussière. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a des tuyauteries à laver, ni à rincer, ni rien que ce soit. On doit juste nettoyer autour de l'appareil avec un chiffon sec pour enlever la poussière et échanger le filtre, c'est tout. Et de se faire attention par rapport à la température. Il ne faut pas que ça dépasse les 25 degrés dans l'unité où se trouve l'appareil. Si cela dépasse cette température, certaines positions risquent de donner des voyants rouges comme vous l'avez maintenant, actuellement dans votre laboratoire. J'espère pouvoir venir la prochaine fois et peut-être on va voir votre appareil directement sur le site. Maintenant, pour les questions de la deuxième personne. Donc, monsieur, vous avez dit que certains systèmes d'automatisation nous donnent on va dire, de faux résultats. C'est vrai, certains appareils donnent de faux résultats. Et il y a beaucoup de paramètres qui font que ces automates donnent de faux résultats. Il y a des paramètres extra, environnemental et environnemental, qui veut dire que soit c'est la qualité de la souche qui fait que le système n'a pas pu donner un résultat. Si vous prenez une culture qui n'est pas réellement pure, il y a un seul contaminant sur votre boîte de pétri, là, vous risquez de ne pas avoir un résultat correct. Carrément, des fois, vous n'avez aucune identification. Des fois aussi, quand on a une double population, vous allez avoir une CMI, par exemple, de seulement de la population résistante, ou des fois rien, vous n'avez aucune CMI. Parce qu'en fait, il faut que ça soit une culture claire, pure et fraîche surtout. Donc ça, c'est par rapport aux faux résultats. Si vous avez une autre précision que vous demandez, faites-le savoir parce que là, peut-être j'ai généralisé un peu la réponse. Sachez aussi. C'est bon, vous pouvez poursuivre, hein. D'accord. Parce qu'en fait, les résultats peuvent dépendre de plusieurs paramètres. Alors, comme aussi par rapport à la manipulation, on doit suivre aussi la manipulation, comment elle doit être faite. En général, sachez un truc, c'est que nous, quand on installe notre appareil, on fait un suivi régulier chez nos partenaires, chez nos laboratoires. Comment on fait? Le jour de l'installation, quelques jours après, ou je ne sais pas, selon la disponibilité de laboratoire, on fait notre formation sur le système, le flux du travail. Mais après cela, on a chaque année on va dire, une visite régulière afin des formations continues. Car on sait très bien qu'avec le temps, le flux du travail qu'on a transmis, il sera modifié. Et s'il sera modifié, les résultats aussi seront modifiés. Pour la troisième question, c'est par rapport si on dispose des panels de gram positifs. Oui, effectivement, on dispose des grammes positifs. En fait, pour tout et en tout, on a plusieurs types de panels. On a le gramme négatif combo, identification test de sensibilité, et on a le émerge pour le gramme négatif. Pour les grammes positifs, il peut détecter tous les grammes positifs, tout type de grammes positifs, et le test de sensibilité que pour la famille de staphylocoques et les entérocoques. Par contre, on a un panel à part pour tout ce qui concerne le strepto. Comme vous savez très bien, le strepto, pour faire le test d'antibiogramme manuel, par exemple, on a besoin d'un MH avec du sang et non pas le MH seul. BD a pensé à ça aussi, même pour le test de sensibilité sur des microdilutions, elle a préparé des panels spécifiques afin d'avoir un résultat précis
surtout par rapport au staff pneumonier, enfin toute la famille du staff. Et on a aussi un panel pour seulement l'identification, et non pas test antifongique, mais l'identification des levures. Par rapport à la disponibilité de ces systèmes ou de notre solution dans la région africaine, sachez que dans la majorité des pays, on a des représentants, des distributeurs, comme au Sénégal, on a grâce à notre distributeur technologie service, on a pu installer plusieurs instruments. Ils peuvent vous citer les sites où les Phoenix sont installés. On a fait aussi des visites. On a aussi essayé de les former. Donc, pour cela, ne craignez rien. Vous pouvez prendre contact avec Technologie Service et vous allez voir que la prise en charge pour tout ce qui est commande et installation, elle va être suivie vraiment rigoureusement. Juste pour vous dire, j'ai vu que sur le chat, on a mentionné qu'on a aussi UNMIC. Alors, UNMIC, justement, la slide que je vous ai le slide pardon, que je vous ai présenté, il concerne de la nouvelle mise à jour de notre panel. Il englobe toutes les infections, qui veut dire que nous allons, à partir des mois prochains, remplacer les panels qui sont actuellement utilisés avec ces panels que je viens vous présenter. Donc, vous avez, voilà, je vous ai montré l'exclusivité de nos nouveaux panels. Merci beaucoup, Madame Merci à vous. Randa. Merci Merci à infiniment pour tous ces apports à vous. propos C'est moi. de l'automate Phoenix BD. Il était prévu 1 heure, 1h30 de réunion. Nous sommes déjà à 2 heures. Donc, nous sommes au regret de surseoir à cette session, malgré qu'il y a des questions. Je prierai Technologie Service de noter peut-être dans le chat ses contacts afin que les questions qui n'ont pas pu être posées au cours de cette session puissent D'accord. leur parvenir Bien euh, sûr. pour un suivi. Ça sera super. Et Avec donc, plaisir. avant de passer la parole à notre maître, professeur David, pour clore cette session, juste vous dire merci et que ce fut un grand honneur, en fait, d'être la modératrice et surtout d'avoir remplacé au pied levé notre maître, la maître des maîtres, Madame Mireille David. Et merci également pour toutes ces présentations et tous ces présentateurs. Je voudrais bien parler des professeurs Abdou Salam et Salomon Nehru et également pour Madame Randa Rai. Et j'aimerais, avant de passer la parole au professeur Mireille, vous rappeler que dans le chat, nous avons mis le lien pouvant vous permettre de pouvoir vous inscrire à la Société africaine de biologie médicale. Et sur cette page, vous avez également l'email donc pour avoir toutes les informations nécessaires à l'inscription à la Société africaine de biologie médicale. Et également sur cette page, vous pouvez soumettre aussi tout article donc de biologie pour la revue africaine de biologie médicale. Donc, j'ose espérer avoir de vos nouvelles très bientôt, puisque je suis la trésorière. J'ose espérer avoir de vos nouvelles très bientôt. Sur ce, professeur David, vous êtes toujours connecté? Professeur David, excusez, je vais voir si elle est là. Bon, elle n'est pas connectée, elle n'est pas en ligne. Donc, merci à vous tous. Je vais passer la parole au professeur Yanso, s'il est toujours là, à notre maître Yanso.
S'il est toujours connecté. Oui, je suis là. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, professeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots de clôture à cette session de lancement des webinaires de la Société africaine de biologie médicale? Merci, prof. Je voudrais féliciter l'équipe qui a organisé autour du professeur Fatou Cissé et le comité scientifique de la société. Vous remerciez vous aussi pour la coordination de cette atelier. Les remerciements vont aussi envers les présentateurs, les sponsors. Et nos maîtres, je suis l'un des anciens, mais j'ai deux maîtres, j'avais deux maîtres dans la salle, le professeur Koumaré et le professeur Mireille David. Donc, je les remercie pour l'accompagnement depuis le début. Donc, c'est un début. Le comité nous promet d'autres sessions. Je pense que ça a été très intéressant de suivre ce qui a été dit. Je veux juste ajouter que le travail à l'échelle pays est extrêmement important, où il y a un travail non seulement de sensibilisation, mais aussi de chercher une volonté politique, parce que ce qu'on constate, c'est que chacun veut faire sa chose à soi, c'est ce que disait tout à l'heure le professeur Salou. Et donc, il va falloir que les gens travaillent ensemble pour harmoniser la surveillance et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens. Je remercie tous les participants et vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah, pour un autre webinaire. Merci, prof. Merci beaucoup, cher maître. Merci à tous. Nous avons été pratiquement 200 à être connectés avec des fluctuations, mais vraiment de pratiquement divers horizons d'Afrique. Donc, merci à vous. Nous vous tiendrons informés pour le prochain webinaire mensuel. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bravo.